de sombrer dans ces temps de troubles sur quelques compagnies de mercenaires toujours prêts au pillage ou à de pires exactions. Ah, à la longue, on s'accoutume au temps. Ah, Philippe, tu es admirable. Mais, dis-moi, quelle est cette chose plus intime dont tu veux m'entretenir? Saurais-tu revoir la personne que chacun répute être la maîtresse de ton âme, avec toute l'urbanité dont je te sais capable? Que me dis-tu? Veux-tu parler de Laure de Sade? Tu sais bien qu'elle n'est pas la vraie source de mon inspiration. Mais de bonnes âmes ont en effet pensé sur la foi de son prénom que cette belle femme, que j'ai d'ailleurs plusieurs fois rencontrée jadis à la cour d'Avignon, pouvait être celle que mes vers évoquent. Mais... Eh bien, en tant que seigneur de Vaucluse, j'ai été averti que le noble Hugues de Sade veut montrer notre belle fontaine à une partie de sa nombreuse famille. Je lui ferai l'honneur de le recevoir au château avec son épouse et ses 4 premiers enfants. Et lorsqu'ils redescendront, je leur suggérerai de venir visiter ta bibliothèque. J'ai dans l'idée que le seigneur de Sade ne pourra pas refuser ce plaisir à ses fils, que l'on dit curieux de tout. Ils sont plus que probablement avides de savoir qui a bien pu être l'amant, au demeurant courtoisement respectueux, que la rumeur d'Avignon prête à leur chaste mère. Oui, ce sera avec plaisir, mais Philippe, je te le redis, le laurier qui emblématise mon amour est un arbre à poème dont la croissance est due à une autre. Cet aveu est assez clair. Lorsque l'on découvre dans nombre de tes vers toscans certaines apparitions de la belle dans le site vauclusien où nous voici. Et je me suis laissé dire que cette jeune fille, dont je suis tombé éperdument amoureux, pour ma joie autant que pour mon malheur, serait une de tes parentes, une petite nièce, je crois. Laure des Isnards. Je m'en doutais un peu sans me le dire clairement. Ton allusion me fait revoir sa douce blondeur. Elle est de mon cousinage seulement. Son père est un des co-seigneurs de Lagne. As-tu commis quelque action contraire à l'honneur? Dois-je t'entendre en confession? Si tu m'as lu suffisamment, tu dois savoir que ce ne sera pas nécessaire. Votre amitié est certaine, mais ton amour est sans espoir. Où l'as-tu vue pour la première fois? Elle était en barque sur la Sorgue, avec plusieurs compagnes. Lys blanc épanoui parmi des fleurs rustiques. C'était pendant la Semaine Sainte, au cours de laquelle les femmes de Vaucluse, de Lagne, de Cabrières, de Saumane se rendent à l'île sur la Sorgue pour y suivre les offices célébrés par les frères mineurs dans leur église dédiée à saint François d'Assise et ornée, entre autres, d'une statue de son amie, Sainte Claire. Nous étions un 6 avril. Sa beauté me sidéra. Je n'ai plus rêvé que d'elle. Mais tu as fait des enfants à une autre. Quelqu'un a dû l'avertir de ta liaison avignonnaise. D'où ce balancement entre sourire et refus, dont tes sonnets, racontent tes amis italiens, font ressentir le constant va-et-vient. C'est pourquoi mes chants seront toujours mi-partie de louange et de désespoir. Où que je me trouve, qu'elle demeure.
Enfin, te voilà, Gerardo. 4 ans sans se voir. Ah, comme tu m'as manqué. Toi aussi, beaucoup. Mais, regarde, ici j'ai gagné d'autres frères. Ils m'ont très bien reçu. Tes lettres m'ont appris que ce n'est pas une fraternité pour façade. Et l'on m'a fait, dès mon arrivée, le portrait de ton dévouement à la communauté et à l'ordre. J'ai commencé naguère un éloge de la vie solitaire destiné à convaincre Philippe de Cavassol de revenir plus souvent dans la solitude vauclusienne. J'ai envie de connaître assez votre mode de vie contemplative pour entreprendre celui de votre repos religieux. Sais-tu, pour arriver jusqu'à votre chartreuse, je suis passé une nouvelle fois au pied de la Sainte-Baume qui t'avait tant impressionné. C'est vrai. Cette visite à la grotte n'a pas été pour rien dans le choix de ma nouvelle vie. J'ai conçu pour la première fois la possibilité d'en changer, de me changer. En retour, je me propose de passer par Toulon, dont on me dit que, vu des collines qui la surplombent, la rade est magnifique. Ah, mais toi, Francesco, je te retrouve le même dans ta passion du changement. Tu n'es pas depuis 1 heure en un lieu que déjà tu songes à en changer. Ne t'encourage pas. Ta qualité première a toujours été la constance. Alors que je souffre, tu le sais bien, d'être sans cesse partagé entre des projets et des fidélités qui se combattent. Je sais, Francesco, je le sais. 2 femmes t'ont longtemps préoccupé. L'une rêvée et l'autre bien réelle. Je pense aussi à tes 2 jardins. L'un qui te sert à te nourrir, que tu disputes âprement à la sorgue lorsqu'elle déborde, et l'autre que tu voues à la beauté des fleurs. Témoigne aussi de cet être divisé. Crois-tu que ce soit une erreur de vouloir la conciliation des contraires, la conjonction des opposés? Ouvris ce livre au hasard pour voir si tu ne trouverais pas quelques leçons qui témoigneraient de ce moment exceptionnel que nous avions l'impression de vivre. Quelle ne fut pas notre surprise, en effet. Ouais. Ce que tu me lus donnait raison un peu au berger qui essaya de nous détourner de cette ascension. Pour le sens, il devait être à peu près celui-ci. Les hommes vont cherchant loin la fortune, franchissant les pays, franchissant les mers, les monts. Les hommes vont admirer les cimes des monts, les vagues de la mer, le vaste cours des fleuves, le circuit de l'océan et le mouvement des astres. Et ils s'oublient eux-mêmes. Ils s'oublient eux-mêmes. Ils s'oublient eux-mêmes parce que ce qui leur est essentiellement nécessaire ne peut se trouver que dans leur esprit et dans leur cœur. Gérard, tu as si passionnément aimé et que tu aurais pu épouser, puisque le métier de notaire de feu notre père ne te faisait pas horreur comme moi. Dieu est son âme. Cette femme, avec quelle compassion l'as-tu accompagnée jusqu'au bout de sa maladie, faisant fi des risques que tu courais toi-même. Tu te fais moine à l'issue de cette épreuve, acceptant une règle que je serais pour ma part incapable de respecter. Je t'admire, et je t'en veux pour cela. Et surtout, j'aborde l'idée qu'à force de ne plus nous voir que de loin en loin, nous devenions étrangers l'un à l'autre. Francesco, je n'ai pas prémédité de me soustraire à ton affection, mais ta protection de grand frère ne laissait pas de devenir pesante lorsque tous 2 nous arrivions en l'âge adulte. N'est-ce pas le punir que de dérober ton beau visage à sa vue? C'est au contraire préserver en le renvoyant à ses souvenirs
l'image qu'il gardera de moi, s'il ne m'oublie pas, bien entendu, car tu sais comment sont les hommes. Tous les hommes se ressemblent-ils? Le frère de ton père ne m'a laissé que le regret de ne pas l'avoir aimé davantage. J'aurais pu aimer Pétrarque, mais aurait-il accepté un tel changement dans sa vie? En tant qu'écrivain, il ne peut vivre que du soutien des princes. Des princes qui gouvernent l'Église et les États. J'aurais été un bagage bien encombrant pour cet homme qui voyage sans cesse. Ton père, d'ailleurs, n'aurait jamais voulu te donner au sieur Pétrarque. Important dans son cercle de latinistes distingués et sans autre réelle ressource que celle de l'admiration qu'on lui voue. Tu n'aurais pas ta place dans cette société. Mais crois-tu que j'ai songé à m'y faire admettre? Je ne me suis jamais imaginé quittant notre maison pour suivre le prestigieux poète dans ses déambulations entre l'Italie et la Provence, ou entre Avignon et Vaucluse. Ma santé ne l'aurait pas permis. Mais cet amour qu'il proclame, quoique nous ayons toujours maintenu de part et d'autre nos distances, adoucit un peu mon célibat. Mon père est-il au courant de cette rencontre? Remerciez-moi de vous dissimuler l'image de ce que je suis devenue aujourd'hui. Car j'ai vieilli, François. La blondeur de mes cheveux s'est quelque peu ternie, et mes yeux... Et vos yeux? Et mes yeux n'y voient plus guère. Et je ne souhaitais pas vous montrer leur lumière affaiblie. Si j'ai sollicité cette rencontre auprès de ce précieux intermédiaire qu'a été votre tante entre nous, c'est que je dois m'éloigner de la cour d'Avignon, au sujet de laquelle les propos que j'y ai tenus et les écrits que j'y ai répandus m'ont créé beaucoup d'ennemis. Ainsi, m'abandonnez-vous seul en mes rêveries? Non pas seul. Laure, avez-vous rêvé de moi comme j'ai rêvé de vous? Pensez à moi quelquefois, comme je ne cesserai jamais de penser à vous. Je fais serment de rester fidèle à ce pur amour que vous m'avez immédiatement inspiré un certain 6 avril en l'église Sainte-Claire de Lille, après que je vous vis entouré d'autres jeunes filles dans une barque descendant la Sorgue. J'enviais le batelier qui vous conduisit alors. 12 dames je vis, alanguies dans leur grâce. 12 étoiles on eût dit autour de leur soleil, joyeuses, libres en une frêle barque. Quelle semblable nef jamais fendit les flots. Ni celle qui jadis a Jason transporté vers la cloison que nul n'a cesse de vouloir, ni celle du berger pour qui Troie pleure encore, si loin qu'est retentie la rumeur de ses gloires. Ensuite je l'ai vue sur un char de triomphe, où Maloret, de sa manière réservée, à l'écart se posant, chanta légèrement. Ô divins apparats, immortelle vision, Heureux Automédon, et toi, heureux Tiphys, au cocher, au nocher de ces femmes si belles. 1348. Voici 2 ans déjà. Quelle horrible année. Quelle horrible année avons-nous vécue, avec le fléau toujours sifflant au-dessus de nos têtes. Cette mort noire nous a enlevé tant de nos amis. Et si elle est passée à côté de nous sans nous effleurer, c'est que nous devons en effet témoigner. Je ne sais encore sur quoi, ni de quelle façon pour moi. J'ai quitté les villes où je savais que la faucheuse avançait
C'était une ruse continuelle pour lui échapper. Et à Parme, cette fois, je fus en lieu sûr. C'est là que j'ai appris la disparition